je vais présenter VeraCrypt. Pour ceux qui ne connaissent pas, VeraCrypt, c'est un projet open source qui est la continuation de TrueCrypt, le fameux logiciel de chiffrement de disques. Et donc, sur lequel j'ai repris un fork depuis 2013. Et donc, depuis la fin de TrueCrypt, donc, le projet VeraCrypt a gagné beaucoup en popularité, le user base a grandi, donc les features aussi, ce sont de nouvelles features qui arrivent. Donc je vais essayer d'exposer ici le projet. Je me présente aussi parce que de toute façon, un des points forts de VeraCrypt, c'est en fait, je mets en avant le fait que les développeurs derrière sont publics, en l'occurrence moi-même, donc, donc voilà. Donc voilà, petite présentation de moi-même, donc consultant indépendant, Idrix, donc technicien X97. J'ai travaillé ma carrière chez Ouverture Card System. Donc j'ai été ingénieur cryptographie sur différents aspects de la carte à puce. Et que ce soit au niveau identité, carte bancaire, surtout l'identité, dans lequel aussi j'ai travaillé sur des problématiques probabilistiques, des probabilités analytiques. Et donc, Idrix, en fait, c'est 2006, ça a été créé, donc c'est un projet avec d'autres anciens collègues d'ouverture pour essayer de proposer des solutions innovantes à base de cartes à puce. Donc là, cette première, c'était effectivement un OS carte à puce dédié avec un middleware. Bon, ça a évolué avec le temps, avec les différentes problématiques, donc c'est concentré sur la partie middleware carte à puce, je veux dire, et développement des applications associées. Donc voilà, je vais essayer de donner juste un overview à peu près bon, une SARL, les chiffres d'affaires. Les clients principaux sont Gemato, Ouverture, Morpho, plus d'autres clients. Et donc le secteur d'activité, c'est plutôt tout ce qui est carte à puce, identité, government, banking. Donc voilà, donc, une forte compétence carte à puce, crypto, sécurité en général. Et alors, les deux parties, c'est la sous-traitance de différents projets, plus du conseil sur différents aspects liés à la PKI et la carte à puce. Donc en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, donc, il n'y a pas vraiment de points liés au chiffrement, au cryptage. Donc c'est un aspect qui est tellement connu de l'activité. Et c'est une des raisons pour lesquelles voilà, VeraCrypt est un projet assez important pour moi-même et pour l'avenir d'Idrix. Donc voilà, bon, c'est assez rapide. Donc pour les différentes solutions, donc, ça tourne autour des projets liés à la carte à puce. Hein. De toute façon, le produit d'Idrix principal, Crypto Manager, c'est un outil qui est vendu fabricant de carte à puce pour la partie test de cartes de l'interface PKCS 11. D'autres outils, je dirais, bon, un peu plus dédiés aux développeurs. Card Spy, qui est plutôt l'interception des échanges API, qui peut être utilisé comme une sorte de hook. Donc, et puis une forte composante open source. Donc ça, c'est différents projets sur lesquels j'ai intervenu les 10 dernières années. Donc, projet Wine, qui est un projet aussi français, c'est un émulateur d'API Windows sur Linux et Mac, donc sur lequel j'avais développé le module carte à puce qui était manquant. Et donc je continue à maintenir le projet qui est utilisé par quelques clients dans des environnements Linux. D'autres petits projets aussi open source liés à la crypto, comme un SAP Converter, SIM Card Manager, gestion de carte à puce, SIM, et puis VeraCrypt, qui est l'objet de cette présentation. Donc voilà, c'était juste pour montrer effectivement qu'il y a tout un historique d'open source derrière tout ça et que VeraCrypt est un des projets. Donc VeraCrypt. Donc la naissance de VeraCrypt, en fait, c'était suite à une demande d'un client en 2012. Donc il souhaitait intégrer TrueCrypt dans une solution biométrie à base de carte à puce et donc proposer un service de chiffrement de conteneurs protégé par biométrie.
Donc, on m'a été demandé de faire un premier audit, je dirais, du code disponible à l'époque, vérifier la présence de backdoor et personnaliser une version dédiée à ce client-là. Donc, c'est là où est l'intérêt de TrueCrypt. Donc c'était un travail assez conséquent qui m'a permis effectivement d'identifier quelques faiblesses. Pas de backdoor, mais qui m'a poussé effectivement à penser à créer un force public, donc sous le nom VeraCrypt, pour renforcer un des points critiques qui manquait à TrueCrypt, qui est la dérivation de clé. En gros, c'est ce qui permet de transformer le mot de passe de l'utilisateur en outil de chiffrement. Donc, un des points que j'ai remarqué, effectivement, c'était le fait que cette dérivation était assez faible par rapport au développement des attaques brute force existantes. Donc, c'était l'objectif principal du fork VeraCrypt, qui a été publiquement initié le 22 juin 2013. Effectivement, ça a été fait 17 jours après la révélation Snowden, parce que, bon, disons que ça a poussé à accélérer, je dirais, la mise en public du projet, de par le fait que la nature anonyme de TrueCrypt commençait à être assez suspecte. Du coup, plusieurs personnes souhaitaient effectivement avoir plus de visibilité sur le développement et avoir plus de confiance sur les personnes derrière. Donc j'ai vu que c'était une opportunité effectivement pour créer ce fork et de le poster en ligne. Donc à l'époque, voilà, donc là j'ai listé différents points stratégiques derrière le projet. Donc la transparence, comme j'ai expliqué, une sorte d'anonymat. Construire une vraie communauté open source derrière, parce que TrueCrypt malheureusement était géré de manière assez opaque et où les utilisateurs n'avaient pas forcément leur mot à dire. Donc ils suivaient leur propre roadmap, mais il n'y avait pas d'interaction avec l'utilisateur ni avec le marché. Donc du coup, bon. Donc la deuxième idée de VeraCrypt, c'est d'avoir effectivement une communauté ouverte. Un des problèmes de TrueCrypt aussi, c'est que ça se voyait, il y avait 3 bases de sources différentes qui étaient plus ou moins indépendantes, et du coup pour la maintenance d'un projet open source qui est assez coûteux, assez critique. Donc un des objectifs de VeraCrypt, c'est harmoniser la base de source pour avoir un source commun et bien sûr simplifier le système d'audit. TrueCrypt était notoirement connu par le fait qu'il soit assez compliqué à compiler. Quelques personnes bien sûr avaient réussi, mais ce n'était pas quelque chose de très courant. Ça, c'était les points principaux derrière VeraCrypt. Je dirais le mot-clé derrière, c'est la transparence et l'ouverture. Donc ça, c'était effectivement 2013. Donc il y avait une petite communauté. Bon, je dirais VeraCrypt n'a comme quelques téléchargements, des centaines de téléchargements par jour, c'est assez énorme. Après, brutal coup d'arrêt du projet TrueCrypt en avril 2014. Donc, c'était effectivement un contre-nerf pour toute la communauté parce que TrueCrypt était effectivement le projet phare de chiffrement du disque. Donc, plusieurs hypothèses ont été, je dirais, avancées pour expliquer cet arrêt. Personne ne connaissait vraiment, je dirais, ça, les moyens de réponse. Dernièrement, on commence à avoir effectivement une vision beaucoup plus claire sur la nature de TrueCrypt et sur les conditions qui ont amené à son arrêt brutal. Donc le mot à retenir effectivement c'est Paul Leroux. Donc, Paul Leroux, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a développé l'ancêtre de TrueCrypt, le K-Frame, et qui a disparu, je dirais, de la communauté, et on suspectait son intervention dans le projet de TrueCrypt. Mais une affaire assez récente, journalistique, qui a été publiée récemment, a détaillé plusieurs choses au niveau de Paul Leroux, et entre autres le timeline au niveau des années 2012-2014 que Paul Leroux coïncide parfaitement avec l'arrêt de TrueCrypt, ce qui pousse à penser qu'effectivement l'arrêt de TrueCrypt est lié à l'arrestation de Paul Leroux par le FBI. Et ça explique aussi pourquoi la page TrueCrypt renvoie vers BitLocker, Microsoft, qui est assez mystérieuse aussi. Donc ça explique aussi effectivement le financement, parce que un des points vraiment étonnants quand on voit le code source de TrueCrypt est la complexité, la qualité, et on se dit c'est quelque chose d'inimaginable par un projet open source gratuit
Du coup, le financement de ce projet-là a toujours été assez mystérieux. Donc cette affaire, Paul Leroux explique très bien, parce que derrière, ce personnage, effectivement mafieux, avait les ressources, les capitaux et aussi les motivations pour payer les ingénieurs, pour effectivement développer ce produit-là. Il y en a qui ne sont pas allés lire. Allez lire. Bon, ceci dit, il y aura forcément un film par Hollywood. Oui, oui. Que les faits dépassent la fiction, mais ça vaut son pesant de cacahuètes. Oui. Bon, il y en a d'autres sur Internet, il y avait des articles très détaillés. Moi, je suis tombé sur des articles très détaillés. Ouais, ouais. Non, ça vaut vraiment. C'est assez. Bon, effectivement, c'est hollywoodien. Mais en tout cas, voilà, donc on comprend mieux. On comprend mieux d'où est né. C'est pas de la sécurité, hein. Donc voilà, donc là j'ai mis une petite capture d'écran, c'est là qu'on voit pas très bien. C'est l'estimation, je dirais, de coût de développement par ligne de code. Ça, bon, on arrive à un chiffre de 1 million, si on peut faire 1 million 400. Bon, je vais essayer là, c'est. Voilà, malheureusement, la technologie, c'est pas aujourd'hui. En tout cas, voilà, donc le coût, il se chiffre en millions, hein, donc effectivement, hein, ça donne une idée de l'envergure du projet. Donc voilà, c'est juste pour donner une idée, effectivement, que le projet de TrueCrypt est un projet d'envergure qui a été financé à coups de millions par un mafieux, et donc ça a expliqué la qualité du source et sa stabilité. Donc voilà, donc VeraCrypt, donc il est basé sur cela. Donc l'évolution de VeraCrypt, effectivement, on est passé de 300 téléchargements par jour en 2014. Aujourd'hui, on est à 3000 téléchargements par jour en 2016. Je dirais un des points importants qui a été appliqué aux sources de TrueCrypt, c'est l'utilisation des static code analysis. Donc c'est des outils d'analyse statique de code pour essayer d'identifier d'éventuelles vulnérabilités. Donc plusieurs outils ont été appliqués, Clockwork, HTTP, Security. Aujourd'hui, on utilise exclusivement Coverity parce que, bon, je dirais, au niveau qualité, c'est celui qui offre le meilleur report, et aussi le coût, hein, parce qu'ils offrent ça est gratuit pour les ressources. Mais en tout cas, voilà, donc ça c'était un premier point très important qui a permis de nettoyer la base de source de TrueCrypt et d'aboutir à quelque chose d'un code propre et assez robuste. Le deuxième point, effectivement, c'est les différentes vulnérabilités qui ont été identifiées suite à l'arrêt de TrueCrypt. Donc il y a le Google Project Zero qui s'est intéressé aux sources. Donc, il y a eu 2 reports, c'est de 2015 là-dessus, qui sont liés au driver TrueCrypt et qui contient des vulnérabilités d'élévation de privilèges qui peut être, je dirais, exploité même en local, mais aussi de manière remote, mais bon, de manière compliquée. Mais en tout cas, voilà, donc c'est une vulnérabilité assez sérieuse au niveau de TrueCrypt. Et qui effectivement montre l'intérêt d'avoir une maintenance au niveau du projet. Et c'est ça aussi qui a fait que effectivement, la transition de TrueCrypt à VeraCrypt est devenue, je dirais, assez évidente. Et ça a contribué à l'augmentation du nombre d'utilisateurs. CV 2016, bon, c'est une autre vulnérabilité de l'installeur aussi, hein, qui a été corrigée dans VeraCrypt. Donc voilà. Les évolutions, je dirais, là j'ai essayé de reprendre quelques points clés qui mettent, je dirais, qui montrent l'intérêt de VeraCrypt par rapport à TrueCrypt. Donc pour le chiffrement système, TrueCrypt utilisait un algorithme RIP-NP assez vieux. Donc j'ai introduit SHA-256 pour le chiffrement système. Donc ça renforce effectivement la sécurité du chiffrement. Les dérivations de clés. Le support GPT UEFI, donc ça c'est la grosse lacune effectivement de TrueCrypt depuis des années, qui était au fait que de plus en plus les ordinateurs aujourd'hui ne supportent plus le boot BIOS MBR classique.
Donc on passe sur une architecture EFI moderne. Et de plus en plus de PC sont vendus, configurés par défaut en mode EIFI, et qui fait qu'il était devenu impossible de faire du chiffrement trop crypte sur ces machines-là. Donc un des intérêts de VeraCrypt, c'est qu'on a travaillé sur ce point-là, et c'est assez récent. Donc là, je viens de publier la semaine dernière le premier preview de support EIFI pour chiffrement système. Bon, c'est encore assez compliqué parce que c'est une technologie qui n'est pas évidente. Personnellement, je n'ai pas d'expertise forte là-dessus. Il y a eu quelques contributions, heureusement, de la communauté open source là-dessus qui a aidé à faire cette technologie de preview. Mais il y a du travail, je dirais, assez conséquent pour arriver au même niveau de chiffrement de disques qui existe aujourd'hui sur les technologies legacy du OSMDR. Donc, mais disons que voilà, ça c'est un point fort du projet. Niveau de sécurité, TrueCrypt, donc il a un niveau de sécurité qui est statique dans le sens où je dirais la sécurité la vérification du mot de passe, le chiffrement, je dirais, et les produits en dur. Donc là, l'intérêt de VeraCrypt, c'est qu'on a ajouté une configurabilité au niveau de la sécurité qui permet d'adapter le software aux évolutions éventuelles des attaques de force. Donc on peut imaginer dans 10 ans, dans 12 ans, pour monter un tel paramètre pour, sans recompiler le soft, toujours garder le même niveau de sécurité. Le support de l'Unicode, jusqu'à maintenant, effectivement, TrueCrypt supportait seulement les mots de passe ASCII, alphabet, ASCII. Donc, vu que le projet, quand même, il est destiné à l'international et que pour offrir la meilleure sécurité possible, donc une des demandes était de supporter des caractères nationaux à base d'Unicode, donc chinois, japonais, coréen. Donc ça, c'est une feature effectivement qui a été rajoutée dans VeraCrypt et qui permet une meilleure utilisation du chiffrement par des pays non occidentaux. Et puis, bon, un dernier point, donc, première tentative de détection des attaques, ce qu'on appelle les evil mail attaques. Donc les attaques evil mail, effectivement, c'est des attaques où une personne malveillante qui a un accès temporaire à la machine peut modifier le chargeur, le loader, par une version, je dirais, vérolée, et qui permet de manière transparente de voler le mot de passe de l'utilisateur sans que la personne ne s'en rende compte. Donc c'est des attaques qui sont assez puissantes. Première tentative, effectivement, donc dans VeraCrypt, on a essayé d'implémenter ce système-là de détection. Il n'est pas infaillible. Il est possible de le contourner par des attaques beaucoup plus sophistiquées, mais en tout cas c'est une première tentative. Je travaille sur d'autres solutions possibles, mais c'est pas facile. Donc ça c'est bon, j'ai résumé à peu près les points principaux. La roadmap, donc effectivement la finalisation du boot EFI, qui est, comme j'ai dit, c'est le point bloquant effectivement du déploiement du chiffrement en remplacement de BitLocker de Microsoft. Donc une fois que ce système-là sera finalisé, on peut effectivement considérer VeraCrypt comme une alternative réaliste à BitLocker et open source bien sûr. Le deuxième point très important qui est aussi lié au métier d'Hydrix et à ma compétence première, qui est la carte à puce, c'est l'introduction du support PKI à base de carte à puce pour le montage de volume. Aujourd'hui, la sécurité elle est exclusivement basée sur le mot de passe ou ce qu'on appelle les fichiers clés. Mais je dirais c'est du chiffrement symétrique à base d'un secret. Donc l'idée c'est d'évoluer vers quelque chose où on va introduire, je dirais, une sorte de two-factor, dans le sens où on va avoir une carte à puce qui va contenir des clés RSA, des clés forensiques, qui vont servir à déchiffrer, à authentifier le volume, combiné avec la code PIN. Donc ça, c'est un besoin qui est peut-être pour l'utilisateur, je dirais, moyen, ça n'a pas d'intérêt, mais là, ça a un grand intérêt pour l'utilisation d'entreprise, où la carte à puce est de plus en plus déployée pour l'authentification d'ouverture de poste, session, authentification CC, signature. Donc le fait d'offrir une interface facile à intégrer, ça va permettre une adoption plus facile de VeraCrypt dans le monde d'entreprise et
Et donc, la deuxième étape, à la suite de ça, effectivement, c'est offrir un boot Wi-Fi par carte à puce. Donc, ça serait une deuxième étape qui n'est pas simple. C'est pas sûr que ce soit fait en 2016, hein, mais en tout cas, c'est aussi un besoin qui est assez critique pour les entreprises. Donc, l'idée principale derrière tout ça, c'est de sortir vers du monde, je dirais, open source pur, vers un open source qui écoute les besoins des entreprises et qui essaie d'offrir peut-être des services adaptés et avoir un modèle, je dirais, open source commercial. Bon, c'est pas encore clair là-dessus comment l'évolution peut être faite, mais en tout cas, c'est une des pistes voilà, pour l'évolution du projet. Le quatrième point très important, c'est la modélarisation des algorithmes cryptographiques. Là aujourd'hui, les algorithmes utilisés par Encrypt sont ceux utilisés par Encrypt. Ce sont des algorithmes occidentaux, AES, Twofish, Serpent, SHA, qui sont codés en dur, en statique. À cause effectivement des révélations sur la NSA, le fait que le NIST n'est plus aussi, je dirais, on peut faire confiance. Donc, on a tendance vraiment à essayer de trouver des alternatives et de permettre l'utilisation d'algorithmes de chiffrement de sécurité, je dirais non US ou plus open. Donc pour cela, effectivement, on ne peut pas garder un logiciel monolithique. Et donc c'est d'où l'idée de proposer à l'avenir effectivement des interfaces ou des modules cryptographiques qui peuvent se lever pour offrir des services de chiffrement liés aux besoins de chacun. Donc on peut imaginer effectivement avoir un algorithme de chiffrement français qui va s'intégrer, avoir un algorithme de chiffrement japonais. Voilà. Donc c'est vraiment un besoin qui, je pense, va être très important, qui va permettre une adoption plus importante du projet au niveau international. Et aussi, bon, c'est une demande de plus en plus, je dirais, des contacts que j'ai au travers de différents pays, ou des institutions qui vraiment veulent remplacer les algorithmes US par leurs propres, les algorithmes nationaux, et qui sont confrontés au fait que le code source n'est pas adapté. Donc du coup, c'est vraiment un vrai besoin qui est aujourd'hui assez pressant. Et puis bon, la modernisation du code Linux au CX, donc ça c'est une dernière étape, c'est pas prioritaire, mais c'est quelque chose qui va permettre d'être à jour au niveau de la technologie Linux et Mac. Alors aujourd'hui, au niveau développement, effectivement, je suis l'unique développeur. Il y a quelques contributions externes, mais non régulières, des personnes qui envoient des patchs, des choses comme ça. Mais malheureusement, je dirais, vu l'envergure du projet, la complexité, il y a très peu de personnes, je dirais, qui veulent investir du temps là-dessus. Et ça reste quand même un domaine assez complexe. Donc, aujourd'hui, le dossier peut aider en sollicitant la salle. Et au travers de la salle, tous les copains de ceux qui sont dans la salle. Exactement, c'est l'objectif de ma présence. Voilà, je veux dire, c'est notre avenir. Bien sûr, c'est l'indépendance sécuritaire de l'Europe. Et puis, ça a aussi été parmi les points importants derrière le projet, c'est que ne pas avoir toujours quelque chose qui est drivé par les US, qui est drivé par avoir quelque chose pour l'Europe qui peut avoir le même niveau de sécurité, même plus. Donc, c'était un des points forts aussi pour ce projet. Donc là, aujourd'hui, comme je l'ai marqué, il y a un manque d'experts techniques Windows pour contribuer parce que, bon, effectivement, les experts techniques, ils travaillent, ils sont occupés, tout ça, mais bon, ça serait bien quand même d'avoir du temps pour aider un peu la communauté. Donc c'est quelque chose, et puis bien sûr, si l'association peut aider, c'est d'où ma présence ici pour communiquer sur le projet et de travers vous de transmettre le message que le projet est ouvert aux contributions et a besoin d'expertise technique qui existe, qui existe en France, qui peut aider le projet à se développer et à évoluer. Donc du coup on atteint la question du financement parce qu'effectivement c'est toujours critique. Le temps c'est de l'argent. Et donc là pour le moment, bon effectivement c'est sur mon temps libre, j'essaie de gérer au mieux le projet à travers différentes contributions.
ça explique la lenteur effectivement du développement. La roadmap, bon, elle suit son cours, mais bon, c'est pas aussi rapide que je pourrais souhaiter. Il y a des dons PayPal, bon, c'est un émotif de toute façon. Pas... Donc du coup, il y a eu pas mal d'organisations qui m'ont contacté. La plupart des organisations qui m'ont contacté, sont basées dans l'US, hein, de toute façon. C'est eux qui drivent beaucoup ce domaine. Donc, moi, j'essaie de ne pas trop avoir de lien avec les US aujourd'hui à cause des différentes suspicions qui peuvent exister, aussi pour montrer l'indépendance du projet, qui est 100% européen. Mais bon, malgré tout, aujourd'hui, voilà. Donc là, comme j'ai marqué, donc l'OSTIF, c'est une organisation assez récente qui s'occupe, qui essaie de financer différents projets open source liés à la sécurité informatique. OpenVPN, GPG, tout ça. Donc Veracrypt fait partie de cela. Et donc ils viennent d'annoncer il y a quelques jours que le moteur de recherche DuckDuckGo, il a fait un don de 25 000 $, mais spécifiquement pour l'audit de Veracrypt, pas le développement. Donc ce qui intéresse DuckDuckGo, c'est seulement payer un audit externe de code source de Veracrypt pour c'est aussi intéressant. Disons que là aujourd'hui, un des points bloquants, je dirais, par rapport à Veracrypt, c'est qu'il n'y a pas encore d'audit. Un audit a été fait sur Procrypt. Bon, on peut dire ce qu'on veut sur l'audit. Bon, il y a pas mal de choses qu'ils ont mis notées dans l'audit. Mais en tout cas, voilà, pour l'image, je dirais, pour le PR, comme on dit, Public Relation, un audit c'est toujours bien, même si. Donc voilà, donc il y a 25 000 $ qui ont été mis sur la table par DuckDuckGo, tout ça. D'autres, dont peut-être qu'ils vont venir, mais bon, au niveau développement, il n'y a encore rien. Il n'y a encore pas de financement là-dessus. J'explore le crowdfunding, mais après divers contacts avec différentes personnes, ça semble assez compliqué, de par la nature assez technique du projet. Et... Donc voilà, c'est assez, bon, c'est pas évident. C'est pas évident de construire une campagne crowdfunding pour Veracrypt. Alors bon, s'il y a des experts dans ce sujet-là qui peuvent peut-être avoir des idées pour aider là-dessus, ils étaient bienvenus. Il y a aussi des idées de sponsoring, effectivement, trouver des entreprises qui souhaitent des features, des choses pour voilà, ça va permettre de financer le développement et permettre voilà, d'attirer d'autres développeurs et d'autres consultants peut-être. Et bien sûr, la question la plus importante, c'est quel business model derrière un projet open source de chiffrement, et pour la tenabilité, la viabilité du projet sur le long terme. Donc ça, c'est des points, c'est des questions assez critiques là-dessus. Donc voilà. Ce que je vais essayer, je dirais, de parler, en fait, il y a quand même un point très très critique en ce moment, hein. C'est toutes les controverses qui commencent un peu à apparaître dans les médias autour du chiffrement, autour de mauvaises images, du chiffrement, terrorisme, criminalité. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez bloquant sur le long terme, dans le sens où il n'y a pas de visibilité claire sur comment les différents gouvernements des pays occidentaux, comment ils réagissent par rapport à ces technologies-là. Donc on a vu les épisodes Apple, on a vu différents épisodes là-dessus. Bon. Pour le projet open source aujourd'hui, bon, le statut c'est pas clair. Alors normalement, il y a par rapport à l'ANSSI en France, l'open source, je dirais, il n'y a pas trop de contraintes de régulation d'export pour le moment. Donc là-dessus, bon, ça permet que le projet continue, hein, il n'y a pas de risque. Mais de plus en plus, on peut le voir sur différents projets open source, différents produits qui se délocalisent vers la Suisse. Donc est-ce que Veracrypt sera obligé, comme projet open source, de ne plus être un projet français, mais de devenir suisse? Voilà, bon, c'est un risque. Et, alors il y a quelque chose effectivement qui manque aujourd'hui, c'est avoir une sorte de voie. Alors, au niveau
ces différentes controverses, il y a la voix de l'industrie qui essaie de peser de son poids sur les différents amendements du Parlement, des choses comme ça. Par l'intermédiaire de Systématique, qui défend le lit de la sécurité là, en Ile-de-France, par l'intermédiaire de la LSSI, tout ça, il n'y a rien du tout de ce côté-là? Disons que là, aujourd'hui, l'ANSSI, oui. J'ai eu une réunion avec l'ANSSI là-dessus. Pour le moment, effectivement, comme j'ai dit, bon, c'est pas clair. Mais en tout cas, bon, pour le moment, ils sont en observation. Il y a pas de, ils sont pas proactifs là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un grand manque de communication. Ce qui est extraordinaire, c'est que depuis que j'ai commencé le projet, j'ai une grande visibilité, je dirais, au travers des médias, je dirais, occidentaux. J'ai eu des entretiens avec Forbes Magazine, avec d'autres, surtout avec les Panama Papers, parce que les journalistes, ils avaient utilisé Veracrypt pour chiffrer leurs disques. Donc, mais ce qui est marrant, c'est que bon, en France, il n'y a personne. C'est comme si un silence absolu. C'est incroyable. Donc, je ne sais pas d'où ça vient ce silence. Est-ce qu'il y a un désintérêt par rapport au projet open source? Est-ce que on sent que c'est pas très important? Est-ce que... mais ce qui est flagrant, c'est qu'effectivement, le climat en France n'est pas un climat qui encourage le développement de ce genre de projet, ni, je dirais, plus généralement, de la créativité par rapport à ce genre de problématique. Alors qu'il y a beaucoup d'attractivité au travers de, soit aux US, soit en Suisse, soit en Allemagne, juste pour les voisins. Les Allemands aujourd'hui, ils sont assez... c'est incroyable. Donc je ne sais pas, moi personnellement, je n'ai pas la réponse pourquoi il y a ce désintérêt de la France, ni des organisations. Peut-être que de votre côté, vous avez plus d'explications, d'expérience là-dessus, mais... Juste un commentaire par rapport à l'ANSSI. Je ne sais pas si les gens de l'ANSSI ont la fait, mais ils ont quand même signé avec Unix en début d'année pour quitter le ministère. Donc, c'était peut-être déjà une démarche de longue date. Là, c'est sûr que oui, là-dessus... Il y a un conflit d'intérêt qui est assez. Bon, qui n'est pas. Le problème de Veracrypt, si on voulait déployer une solution d'entreprise, c'est qu'à un moment donné, il va falloir avoir une console de gestion centralisée pour pouvoir gérer tous ces devices. Bien sûr. Ça, personne ne se sera une petite PME pourra le tenter, mais c'est pour ça, c'est ce que j'expliquais auparavant, c'est comment trouver un business model qui va permettre de garder l'aspect open source, transparence, tout ça, et en même temps proposer des services de support. C'est quelque chose qui est à l'étude. J'essaie de... Je suis en contact avec quelques personnes qui proposent ce genre de choses, mais c'est pas en France. C'est des investisseurs qui sont soit en Angleterre, soit en Asie. Pour le moment, je souhaite que le projet reste français-européen, mais c'est vrai que l'évolution, comme je la vois, du projet, c'est un projet qui est dual, commercial et open source. Et dans cet aspect-là, effectivement, il y a besoin de fonds, besoin d'investissement. Et aujourd'hui, l'attractivité est là ailleurs, elle n'est pas en France. Donc, je ne sais pas ce que l'avenir réserve, mais disons que voilà, c'est un des points qui est dommage. Mais à un moment donné, voilà, c'est aussi stratégique, c'est de dire comment on veut se placer par rapport à ce monde numérique aujourd'hui, et il est où le pouvoir? Le pouvoir quand même, il est dans la technologie et de la maîtrise de la protection des données. Et les gens, enfin, tous les pays s'arrachent cette compétence, c'est ce savoir-faire. Et donc, une des idées derrière Veracrypt, c'est de dire, voilà, on garde quelque chose, je dirais, une compétence française, européenne, qui va permettre de contrecarrer les tentatives, je dirais, américaines et ailleurs. Donc, à mon niveau, je la vois comme un besoin stratégique. Après, derrière, il y a d'autres problématiques commerciales, c'est sûr. Mais juste pour vous donner une idée, là aujourd'hui, le gouvernement américain, au travers de différentes organisations, il met sur la table des grants, des subventions, des projets liés à la sécurité. Et aujourd'hui, Veracrypt est un des candidats pour recevoir un grant US.
qui est assez conséquent. Et le problème, c'est que, bon, ça reste les US. C'est pas quelque chose qui me... Voilà. Est-ce que j'accepterais ou non? Bon, je n'ai pas encore décidé, mais c'est dommage. C'est dommage de voir que derrière les US, ils sont assez intelligents pour dire on investit sur des projets open source qu'on va contrôler, qu'on va suivre, et voilà, on ne va pas les laisser s'échapper. Donc, alors que derrière, en Europe, il n'y a pas vraiment d'initiative. Alors, il y a des projets européens, par-ci, par-là, mais il n'y a pas vraiment d'initiative politique pour vraiment construire un embryon technologique autour de ces technologies-là. Donc ça c'est réel, hein, c'est réel. Hein, alors peut-être qu'il y a une annonce dans quelques semaines, ça dépend de comment, mais bon, on verra. Après derrière, effectivement, si le gouvernement américain, si ce don se fait, bon, c'est difficile de refuser, hein, donc, mais bon. C'est un des aspects, je pense, qu'il faudra discuter. Et je dirais que pour une association comme la vôtre, c'est essayer de voir aussi, à travers votre réseau, des choses comme ça, quel est aujourd'hui le climat. Est-ce que le climat politique ou le climat est prêt pour tenter, je dirais, une action open source au niveau des différentes technologies de sécurité informatique. Et vraiment construire un vrai pôle. TerraCrypt sera un, mais il y a d'autres projets, hein, des projets, des technologies, de vraiment pousser pour que derrière les pouvoirs politiques puissent identifier et comprendre l'intérêt de ça. Et ne plus, je dirais, suivre aveuglement, je dirais, les sortes de pouvoirs économiques classiques des entreprises, mais aussi savoir que la communauté peut avoir son importance au niveau des tissus économiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez... c'est assez critique, mais sur laquelle voilà, je manque d'informations, je manque de contact, et je pense qu'il y a un vrai débat. Donc, voilà. Donc pour résumer, je dirais aujourd'hui, le projet VeraCrypt, c'est un projet qui se développe très vite, qui attire l'intérêt de différents pays, sur la France, c'est qui voilà, probablement en 2016 va avoir plusieurs développements, plusieurs choses nouvelles, et voilà, le risque de délocalisation existe. Donc bon, après, rien n'est garanti. L'autre aspect aussi, c'est effectivement l'aspect de fait de tout ce qui est la réglementation au niveau de l'export, de technologies, utilisation double. Donc, Wassenaar, agrément Wassenaar, des choses comme ça. Donc c'est qui limitent effectivement l'export des technologies de chiffrement. L'open source, par définition, transcende ce genre de frontières. Hein. Donc c'est quelque chose qui pose problème, mais en même temps, c'est une arme intéressante pour les pays qui peuvent contrôler. C'est pour ça qu'effectivement les US, ils ont une stratégie assez intéressante. Hein. On la voit au travers de Tor par exemple. Hein. Tor qui est le premier outil utilisé pour la communication des activistes, mais aussi des criminels, mais qui est financé presque exclusivement par l'Union américaine. Donc le gouvernement américain est assez conscient du fait que contrôler la technologie, contrôler l'open source, c'est aussi, ça fait partie du contrôle de l'économie. Donc avoir cette stratégie, avoir cette politique, avoir la classe politique européenne, française, pour qu'ils aient la même vision, je pense que c'est primordial pour garantir l'indépendance digitale. C'est quelque chose de primordial. Et donc c'est dommage de voir que on parle toujours de fuite de cerveau, mais derrière c'est juste parce que il y a de la bonne volonté, mais au bout d'un moment, la bonne volonté, elle ne suffit pas. Hein. Il faut les moyens. Et les moyens aujourd'hui, ils sont ailleurs. Donc c'est assez dommage. Et depuis le début du projet, je vois après la convergence et de plus en plus voilà, l'attractivité des US ou de l'Asie est assez conséquente. Donc voilà, d'où ma démarche aujourd'hui de venir vous présenter le projet et aussi avoir un certain échange là-dessus et débattre de la possibilité d'action, je dirais, de relations publiques, d'action de communication qui peuvent permettre au moins d'éduquer
sur l'importance de ce genre de projet et de changer l'image de l'open source. C'est-à-dire en fait, les gens, l'open source pour eux derrière, c'est l'adolescent de 16 ans qui développe le dimanche libre, qui fait un petit site web. Mais non, l'open source aussi, c'est des professionnels qui veulent contribuer à la communauté, qui apportent une expertise, qui permettent de développer de nouveaux projets, de créer aussi de l'emploi par rapport à d'autres entreprises. Donc c'est toute cette démarche-là qui est très importante et je pense qu'elle devient critique aujourd'hui par rapport aux différents... Comment je vois l'évolution de la sécurité numérique qui devient... Aujourd'hui c'est la survie. C'est la survie d'un pays, c'est la cybersécurité, c'est le chiffrement. Un exemple, je dirais, l'exemple le plus simple, que vous connaissez certainement, c'est l'exemple de Juniper, qui est l'un des grands fournisseurs de boîtiers firewall. Et on a découvert récemment effectivement la fameuse backdoor, et qui peut aussi expliquer les intrusions à l'Élysée qui ont été détectées il y a quelques années. Donc c'est pas quelque chose, je dirais, de science-fiction, c'est quelque chose de réel. Et les pouvoirs américains, ils sont prêts à infiltrer des équipes de développement, infiltrer au travers d'ingénieurs qui vont injecter du code. Donc c'est une vraie guerre, c'est une vraie guerre économique, stratégique. Et donc le fait de rester inactif là-dessus conduit purement simplement à de l'esclavage économique. Donc à mon avis, je pense qu'il est temps, et surtout en ce moment avec toute la communication de chiffrement, il y a un avantage, on a un avantage au niveau relations publiques qui peut servir à renverser la tendance et à montrer au pouvoir public qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Il y a un potentiel, surtout en France, il y a un gros potentiel de recherche, un gros potentiel de développement. Un exemple récemment, je ne sais pas si vous connaissez CryptoCat, le projet Navin Koubaïsi, qui est à Paris, qui fait son doctorat à l'UNIDA. Donc c'est un avantage, le fait d'avoir quelqu'un comme ça qui vient en France, qui fait des études, qui développe CryptoCat, un des outils de communication online de chiffrement les plus connus. Donc il y a un vrai vivier en France qui est inexploité. Donc je pense qu'il est temps, et il n'est pas encore trop tard, il est temps de jouer là-dessus, d'avoir une certaine communication pour renverser la tendance et pour créer une vraie initiative au-delà des clivages, je dirais, politiques, économiques. Voilà, donc c'est un des messages aussi de ma présence ici. C'est au-delà du projet lui-même, c'est aussi de mettre en exergue l'importance de l'indépendance. Voilà, merci de votre attention.